Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur i24 News pour un nouveau numéro de votre magazine Les Décrypteurs. C'est tous les jours à 18h heure locale, heure israélienne, une heure pendant laquelle on va analyser et décrypter l'information de ce jeudi 4 juin. J'accueille sur ce plateau Dr Guillaume Bensoussan. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes chimiste. Nouvel accord entre Beyrouth et Jérusalem. Les deux parties sont d'accord sur une trêve ainsi que sur la création de zones de sécurité contrôlées par l'armée libanaise. Un cessez-le-feu qui pourrait commencer dans les 24 heures. Selon le président libanais Joseph Aoun, un accord rejeté par le Hezbollah qui considère que tant que Tsahal est dans le sud du Liban, aucune négociation ne peut aboutir. Il va y avoir cet accord qui va être mis en place et on parle de la création de zones de sécurité qui vont être donc contrôlées uniquement par l'armée libanaise. Pour l'instant, c'est une incompréhension de la part de l'appareil sécuritaire israélien. Ça veut dire que c'est voué à l'échec ? Peut-être Guillaume Bensoussan, vous êtes d'accord avec Mathias ? Le gouvernement libanais peut signer tous les chèques en blanc de paix qu'il veut. Tant que c'est le Hezbollah qui tient le sud du Litanie, je vois mal comment justement ces mesures pourraient être appliquées dans les faits. Et donc, on a beaucoup de mal à comprendre justement comment, après toutes les tentatives qui ont été faites, on a un historique avec le gouvernement libanais qui nous dit on veut absolument restaurer notre souveraineté, etc. Bon, depuis je ne sais plus quel accord justement qui interdisait, après la fin de la Seconde Guerre du Liban, toutes les factions armées au sud du Litanie, le Hezbollah s'y est installé, il y est depuis 20 ans. On a beaucoup de mal, en effet, à comprendre qu'il en sera différemment demain. La résolution 1701 n'a jamais été respectée. Mais ce qui me dérange, et je vais plus loin, reconnaître, faire en sorte que le Hezbollah aille au nord du Litanie, très bien. Vous savez, je parle à un chimiste et à un docteur. C'est comme si vous aviez un corps étranger dans le corps et que vous lui apportez un médicament et que ce corps étranger n'est plus dans l'abdomen, mais qui remonte. Alors c'est vrai, il n'est plus dans l'abdomen, mais il remonte. Il y est toujours, ce corps étranger. Et donc... moi, je vois une toute petite logique. Évidemment, on n'a pas éradiqué le mal, mais on l'a repoussé de telle sorte à ce que les habitants du Nord qui vivent un enfer depuis le 8 octobre 2023... soient un peu plus éloignés du feu ennemi, qu'ils soient moins exposés aux tirs de... C'est ce qu'on a fait avec... jusqu'à un barrage. Voilà. C'est ce qu'on a fait avec Gaza. C'est ce qu'on a fait avec Gaza. On a repoussé le Hamas. On a reçu le 7 octobre. Oui, l'idée idéale, la finalité, ça serait de briser le cycle de la violence, d'enfin déraciner le Hamas définitivement, le Hezbollah aussi, mais... voilà, malheureusement, on a l'impression que malgré tout ce qui s'est produit, malgré le 7 octobre, systématiquement, les mêmes situations qu'on a voulu, qu'on s'est donné tous les moyens d'éviter, finissent par revenir quand même. Alors, et ça, c'est catastrophique. Lorsque Donald Trump, et c'est important, j'avais envie de le dire ce soir, Donald Trump dit, s'il y a un mort côté américain tiré par un missile iranien, je reprends la guerre. Mais donc ça veut dire qu'un soldat américain vaut plus que 14 soldats israéliens ? C'est inadmissible. Cette phrase, dans le sens de la matrice du judaïsme, est pour moi inadmissible. Après, on peut pas demander à Trump de respecter la halakha. Oui, mais et puis, au moins les leaders israéliens ont le droit. Sur le fond, je suis entièrement d'accord avec vous, Mathias. Je voudrais juste dire, et ça fait plusieurs mois maintenant, que Trump, finalement, démontre de manière assez éclatante le fait que les intérêts israéliens et américains ne sont absolument pas alignés. Et plus le temps passe, et plus on se rend compte, effectivement, que ces intérêts vont divergents. C'est-à-dire que Trump, il est préoccupé par deux choses. La première, ce sont les midterms qui arrivent à la fin de l'année. Il faut impérativement qu'il conserve sa majorité, que ce soit à la Chambre ou au Sénat. Et pour ça, il a une base très forte qui est la base MAGA, qui est isolationniste, qui ne veut absolument pas de guerre, et qui s'est radicalisé dans son antisémitisme parce qu'il était latent. Aujourd'hui, il est de plus en plus prononcé. Il ne faut surtout pas aider Israël. Et puis la deuxième chose, mais c'est l'état de la bourse américaine, qui connaît ses plus hauts sommets depuis 20 ans. Et donc, Trump, voyant cela, étant donné précisément que c'est une métrique qu'il suit vraiment à la loupe, eh bien, il se dit, la bourse m'encourage à ne pas retourner en guerre. Pourquoi me relancerais-je dans cette galère ? Le Hezbollah, vous le disiez, Mathias, qui a sans surprise évidemment rejeté cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Dans un communiqué de l'organisation terroriste qui a été transmis au président libanais, le Hezbollah assure qu'un accord entre Israël et le Liban doit commencer par le retrait des forces israéliennes du territoire libanais, selon donc ce communiqué du Hezbollah, de l'organisation terroriste. Concrètement, donc,
volonté de Beyrouth, il y a, mais réellement, Beyrouth, c'est un interlocuteur fiable selon vous, Guillaume Bensoussan? Alors, Beyrouth, évidemment, enfin voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le chèque en blanc. C'est-à-dire Beyrouth peut nous signer tous les chèques de paix qu'il veut, si son mot ne vaut rien, voilà, s'il y a une super inflation et que du coup le billet vaut que dalle, pardonnez-moi pour cette trivialité, on ne peut pas leur faire confiance. Mais je voulais juste revenir sur ce que Mathias vient d'aborder et revenir sur ce que Trump a fait à nouveau. Parce que moi, je n'ai pas de ressentiment, mais j'ai de très forts doutes quant à ses fantastiques intentions quant à Israël. Trump a quand même publié un tweet sur son réseau Truth Social cette semaine, disant qu'il s'était écrivant « Je me suis entretenu à la fois avec les Israéliens et avec le Hezbollah ». C'est-à-dire qu'il légitime tout de même ce qui est un groupe terroriste qui bombarde le nord d'Israël au moins depuis le 8 octobre 2023, au lendemain du plus grand pogrom antisémite qu'on a vu depuis la Shoah. Et Trump nous annonce, comme ça, tout de go, de but en blanc, que il parle avec le Hezbollah. C'est quand même fantastique. Si ça n'est pas une pièce de légitimation de ce groupe terroriste, je ne sais pas ce que c'est. Et dernière chose, on a quand même eu, pour compléter ce que disait Mathias, un responsable des gardiens de la Révolution aujourd'hui qui a dit « l'Iran et le Liban ne font qu'un ». C'est-à-dire ça n'est désormais pour eux qu'une seule et même entité. De telle sorte, évidemment, à continuer de pousser en avant le narratif selon lequel le Liban doit être intégré au cessez-le-feu, à l'accord de paix qui sera négocié entre les États-Unis et l'Iran. Il y a eu une réunion sécuritaire hier soir où Tsahal avait présenté un plan prévoyant justement une manœuvre terrestre de grande envergure contre le Hezbollah au Liban, mais Benyamin Netanyahou aurait exprimé des réserves face à cette proposition de l'armée israélienne. Le Premier ministre aurait refusé pour l'instant de donner son feu vert à une large offensive terrestre au Liban. C'est le signe, cette décision et cette position du Premier ministre, c'est le signe que cette pression américaine, elle fonctionne sur Israël. Et jusqu'à quand, Guillaume Bensoussan, vous pensez qu'Israël, là pour l'instant, ils écoutent un petit peu Donald Trump, mais on imagine qu'il y a un moment où... Alors déjà, jusqu'à quand? Il y a une question de court et moyen et long terme. Sur le long terme, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'Israël décide de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'Israël est entièrement dépendant des Américains. On l'a vu depuis maintenant la guerre des 6 jours. Et donc, dès lors que les Américains nous disent on ferme le robinet, on est obligé de s'exécuter. Et ce qu'on voit avec Netanyahou qui décide d'y aller tranquillement en disant à l'armée, qui elle est déterminée quant au fait qu'il faut mener cette offensive au Liban, on voit justement que la conversation avec Donald Trump va porter ses fruits, tout simplement, et que Trump poursuit ses objectifs, nous avons nos objectifs, et quand on regarde l'ensemble des opinions dans la société israélienne, que ce soit celle de l'armée, celle du public, celle de journaux comme le Jerusalem Post, qui d'habitude est quand même somme toute assez modéré, eh bien on se rend compte qu'il est seul contre tous, il est écartelé. Donald Trump l'assure, un accord peut être signé avec l'Iran, et ce, dès ce week-end. Une nouvelle déclaration alors que Téhéran exigerait une compensation financière immédiate de 12 milliards de dollars en cas de la signature d'un accord. Mojtaba Khamenei qui assure en attendant que l'ennemi subit une humiliation profonde et significative sur le terrain comme dans la rue. Selon ces mots, l'Iran ne reculera pas dans sa position à l'égard d'Israël, selon les mots du guide suprême iranien. Est-ce que c'est finalement pas une manière pour lui là de se discrédibiliser, c'est très difficile ce mot, de se décrédibiliser? Trump, j'ai l'impression qu'il pratique le wishful thinking, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il est dans une sorte de positivité permanente dont il cherche à convaincre, comme étant la sienne, ses ennemis, ses alliés. Mais malheureusement, depuis le cessez-le-feu qui était le 8 avril dernier maintenant, ça commence à faire, ça fait 2 mois, on ne voit rien venir. C'est-à-dire que c'est systématiquement le même discours, et j'en parlais avec des amis il y a 1 heure. Moi, j'ai l'impression, depuis ce jour-là, qu'on est dans une sorte, vous savez, de tunnel spatio-temporel dans lequel on tombe sans cesse. Et tous les jours, comme dans Groundhog Day, un jour sans fin, on a Trump tous les jours qui nous réveille en nous disant voilà, l'accord est proche, on va bientôt le signer, c'est pour bientôt. Et le problème, c'est que, étant israélien, habitant en Israël, on n'a pas envie de ça. Moi, ou en tout cas à titre personnel, je ne vais pas parler pour tout le monde, et on ne veut pas que cet accord soit signé parce qu'on sait pertinemment que si un accord est signé entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, ça va repousser à la génération suivante, dans 2 générations, le fait de devoir se charger de ce problème du nucléaire. Or, le nucléaire, plus le temps passe, moins on en parle. Donc, on ne veut pas que la guerre ne reprenne pas.
Et en même temps, on a un Trump qui nous dit tous les jours c'est bon, ça va bien se passer, on va bientôt signer cet accord. C'est l'Iran qui continue, lui, ses provocations pour Mojtaba Khamenei. L'ennemi subit une humiliation profonde et significative sur le terrain comme dans la rue. Dans une déclaration écrite, eh bien, le guide suprême iranien assure que les États-Unis ont créé une base militaire appelée Israël et l'Iran ne reculera pas dans sa position à l'égard d'Israël. On écoute ces déclarations. L'ennemi malveillant, vaincu face à vos braves fils des forces armées, et surtout après avoir subi un revers décisif, tant sur le champ de bataille que dans la rue, éprouve une profonde et significative humiliation qui a entraîné une rupture tangible avec les pays qui se sont éloignés de lui. C'est une façon de gagner du temps aussi pour l'Iran qui... Là aussi, une fois on va à l'accord, une fois on rejette l'accord, et en attendant on continue de produire de l'uranium. Effectivement. Peut-être que la stratégie américaine de communication dont vous parliez de wishful thinking. Wishful thinking, je vais y arriver. On est deux. On a du mal à prononcer les mots aujourd'hui. Eh bien, fonctionne. C'est-à-dire que les Iraniens ne savent plus sur quel pied danser. Là, il n'envoie sans cesse que le même message tout le temps. C'est-à-dire que, certes, il est passé expert dans le fait de brouiller les cartes, de souffler le chaud et le froid, mais j'ai l'impression que depuis quelques semaines, il se fait de plus en plus pressant et de moins en moins imprévisible quant au fait qu'il cherche une sortie. Et là, ce que l'on voit finalement, c'est que les Américains, comme les Iraniens, tous deux cherchent une sortie à cette crise. Donc, le seul dindon de la farce dans l'histoire, celui qui va être sacrifié sur l'autel de cette paix incessamment sous peu, c'est Israël. Donc, on n'a qu'une chose à faire, c'est prier pour que les Américains fassent ce qui est nécessaire sur la question du nucléaire. 9,5 millions de dollars, c'est la somme qui a été récoltée par des campagnes menées en Europe pour Gaza, des campagnes qui sont en fait liées au Hamas. Face à ces preuves, c'est quand même difficile d'imaginer que les gouvernements britanniques, français, espagnols ne sont pas au courant réellement de ce qui se passe. Est-ce que vous pensez... Léa, Guillaume, est-ce que vous pensez que c'est une volonté du gouvernement ou c'est une façon de voir, de ne pas voir ? Guillaume, c'est une façon pour les gouvernements de ne pas voir réellement ce qui se passe ? Alors, pour être tout à fait transparent, je ne sais pas jusqu'à quel point les gouvernements peuvent rentrer dans le traçage des fonds quand ils en parviennent, oui, très certainement, mais où ils vont ensuite, après que la plateforme ait été fermée et que les fonds ont été transférés. Je me demande si la France ou le Royaume-Uni peuvent véritablement s'impliquer à cet endroit-là. C'est possible. Moi, je voudrais juste ajouter une chose. C'est un mode d'action qui est très connu, qui a été porté par les frères musulmans presque dès le départ, au moment de leur inception en Égypte, le fait de passer par l'humanitaire. Donc, c'est une ressource qui est très connue. On rappellera à toutes fins utiles que le Hamas, c'est la branche des frères musulmans à Gaza. Et donc, finalement, ils ont recours à des méthodes qui sont bien connues, qui ont fait leurs preuves et qui leur permettent comme ça de faire venir de l'argent. Alors, il y a de nouvelles méthodes désormais, comme les cryptos, qui permettent justement de faire transiter de l'argent, ce qui permet d'ailleurs, entre autres, au régime iranien de continuer de survivre et de toucher des fonds. Et donc, c'est quand même assez... je pense que la tâche n'est pas facile. On sait que le fisc français, c'est à peu près le dernier truc qui marche encore en France au niveau de l'administration. S'ils avaient pu le faire, j'émettrais quelques réserves quant au fait qu'ils ne l'auraient pas fait. Voilà. Et puis, juste une dernière chose. Dans cette liste de pays qu'on nous a donnée, je m'étonne quand même que la Belgique ne soit pas présente. Oui, c'est vrai. Merci à mes invités. C'est la fin des décrypteurs. Restez avec nous.